pour ce premier exercice, on va dire classé niveau 1, on vous donne une fonction définie sur 0,1 à valeur dans 0,1, une fonction qui est continue, qui n'est pas la fonction nulle. Donc déjà, la première chose, c'est de bien lire ce qu'on a à faire et bien lire les hypothèses. Et je vous alerte déjà tout de suite sur la façon dont est donnée cette hypothèse. Alors, ceci signifie que c'est la négation de f est la fonction nulle. Donc on va tout de suite écrire ce que ça signifie que f est la fonction nulle. F est la fonction nulle, étant donné que c'est une fonction définie sur 0,1, cela signifie que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est égal à 0. Donc f n'est pas la fonction nulle, signifie qu'il existe un nombre petit a appartenant à l'intervalle 0,1, tel que f de a est différent de 0,1. Donc faites bien attention à bien suivre les conseils que je vous ai donnés quand vous écrivez une négation. Vous écrivez la propriété et après vous niez la propriété correctement, comme on sait le faire avec les quantificateurs usuels. Donc on a une fonction qui est définie sur 0,1 à valeur dans 0,1, qui n'est pas la fonction nulle, et on a une égalité intégrale en hypothèse. Et l'objectif, donc mettons-le clairement, l'objectif c'est de démontrer que f est la fonction constante égale à 1, c'est-à-dire l'objectif c'est de démontrer que pour tout x dans l'intervalle 0,1, f de x est égal à 1. Toujours avoir les idées très claires sur l'endroit où on veut aller. Donc l'endroit où on veut aller, c'est montrer une égalité de fonction. Alors, là maintenant, il faut analyser par rapport à ce qu'on doit démontrer les hypothèses. Nos hypothèses nous disent qu'on a une égalité d'intégrales, des intégrales qui sont parfaitement définies puisque les fonctions sous l'intégrale sont continues, et l'objectif c'est de montrer une égalité de fonction. Donc il faut essayer déjà de voir dans quel genre de contexte on peut se placer et quel genre de théorème on pourrait appliquer pour pouvoir mener à bien cette mission. Bien, pour moi, le seul théorème qu'on a là qui est applicable et qui montrerait une égalité de fonction, c'est le théorème suivant. Un théorème qui nous dirait par exemple que si on prend une fonction h qui est définie sur 0,1 à valeur dans R, une fonction qui est continue, si vous avez h qui est deux signes constants, et si vous avez que l'intégrale entre 0 et 1 de h de t dt est égale à 0, alors sous ces trois hypothèses-là, on pourrait dire que la fonction h est identiquement nulle sur l'intervalle 0,1. Est identiquement nulle sur l'intervalle 0,1. Donc c'est le seul théorème qui, quelque part, nous fournit une égalité de fonction dans le calcul intégral. Bon, alors, du coup, il va falloir essayer de regarder comment je pourrais me ramener à une intégrale qui pourrait donner une fonction qui est constante égale à 1. Bah, de toute façon, on est réduit aux hypothèses que l'on a. Ceci, c'est la seule hypothèse. Donc, je vais tout de suite me ramener à une intégrale nulle, puisque c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir conclure. Donc, je vais dire ce qu'on a dès le début. Ce qu'on a dès le début, c'est que l'intégrale de f de t moins f de t au carré dt est égale à 0. Donc là, j'ai juste utilisé la linéarité de l'intégrale pour dire que cette intégrale est nulle. On va donc regarder la fonction qui est sous l'intégrale. On va regarder son signe. Alors pour chercher son signe, on va évidemment chercher à factoriser cette expression. Donc on voit que la factorisation n'est pas bien compliquée. On peut factoriser f de t. F de t, facteur de 1 moins f de t. Alors là, évidemment, c'est les hypothèses des valeurs qui sont prises par f qui vont être intéressantes. Or, ça ne vous a pas échappé que la fonction, elle est définie sur un intervalle stable. L'intervalle 0,1 est stable. Donc, ça veut dire que la fonction, elle a valeur dans l'intervalle 0,1, ce qui permet déjà de dire que ce terme-là est positif, mais aussi que ce terme est positif, puisque la fonction est à valeur positive. Donc, cette relation-là est positive, et ceci, c'est valable pour tout t appartenant à l'intervalle 0,1. La fonction qui a f associé f moins f carré est également une fonction continue. C'est une somme et un produit de fonctions continues sur l'intervalle 0,1. Et donc nous venons de voir que son intégrale est nulle. Donc on est parfaitement dans le cadre d'application du théorème qui permet de récupérer une information sur la fonction elle-même. Si l'intégrale est nulle, la fonction de signe constant et la fonction est continue, alors l'intégrande est identiquement nulle. Donc on peut dire par théorème, là c'est un théorème de notre cours, par théorème, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien on peut conclure que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, l'intégrande est nulle. Alors vu que j'ai un objet qui est nul, j'ai tout intérêt à l'écrire sous forme factorisée. Donc l'intégrande, évidemment, pour traduire qu'elle est nulle, je vais le traduire sous cette forme-là. Je sais qu'un produit de facteurs réels est nul si l'un des facteurs est nul. Donc on va récupérer que f de t est égal à 0 ou
que f de t est égal à 1. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de traquenard dans cet exercice, il n'y en a même aucun, hein. Finalement, on est quasiment assez directement relié à un théorème du cours, donc pour moi, il n'y a pas de traquenard. Le traquenard, il arrive maintenant, hein. Attention, on sait que quel que soit t appartenant à 0,1, soit f de t est égal à 0, soit f de t est égal à 1. Et on sait bien, on l'a déjà vu dans 4 exercices dans mon souvenir, que le quantificateur quel que soit, il ne se distribue pas dans le connecteur logique OU. Hein, si je vous dis par exemple, tous les PCSI1 sont, je sais pas, soit ils mesurent moins d'1m70, soit ils mesurent plus d'1m70, évidemment ça ne signifie pas qu'ils mesurent tous 1m70, ou plus d'1m70, ou ils mesurent tous moins d'1m70. Évidemment, le quantificateur, quel que soit élève en PCSI1, il ne se distribue pas dans ces propriétés-là. Hein. Surtout que ces propriétés sont contradictoires. Donc en fait, ça, je vais le réécrire. Je vais réécrire simplement que f de t appartient à l'ensemble, à un ensemble qui ne contient que deux éléments, 0 et 1. Et là, il y a une propriété qui est liée aux valeurs intermédiaires qui va jouer. C'est que la fonction, elle est continue. Ce qui veut donc dire que l'image de l'intervalle 0,1 est un intervalle. Puisque c'est l'image continue d'un intervalle. Image continue d'un intervalle. Or, c'est un intervalle qui est inclus dans l'intervalle 0,1. Or, quand on est un intervalle et qu'on est inclus dans l'intervalle 0,1, je vous rappelle que 0,1, c'est simplement deux singletons. Pour être un intervalle inclus dans 0,1, c'est que soit on est inclus dans le singleton 0, soit on est inclus dans le singleton 1. Puisque si on contient ces deux points-là, par définition d'un intervalle, on contiendrait tous les points qui sont intermédiaires à ces deux points-là. Moralité, comme la fonction elle ne peut pas être restreinte à ce segment, puisqu'on a déjà dit qu'il existait un nombre a tel que f de a était différent de 0, donc cette possibilité n'est pas possible, on a donc nécessairement que l'image de l'intervalle 0,1 est nécessairement le singleton 1. Ce qui signifie en d'autres termes que quel que soit t appartenant à 0,1, f de t est égal à 1, et donc que f est la fonction constante égale à 1. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est toujours la même chose, hein, on analyse la situation, on analyse ce qu'on a à démontrer. Selon ce qu'on a à démontrer, bien évidemment, on va chercher et exploiter les hypothèses différemment et voir quel genre de théorème de notre cours peut nous être utile dans cette situation. Là, on voit que des théorèmes dans notre cours, il n'y en a qu'un qui est possible. C'est le seul qui permet de passer d'une égalité, on va dire, d'intégrale à une égalité de fonction. Alors, abandonnons cet exercice qui peut paraître un peu déstabilisant au départ, un peu difficile au départ, alors que vous verrez, il ne se révélera pas très très difficile, mais il faut bien décrypter l'énoncé et bien crypter ce qu'on a à démontrer. Alors on se donne un ensemble, oméga, c'est l'ensemble des fonctions continues sur le segment 0,1 à valeur dans R+, dont l'intégrale du carré est égale à 1, et on doit montrer que la bande supérieure qui est ici existe. Alors, c'est la bande supérieure de l'intégrale d'un produit, donc c'est ça qui va justement nous interpeller, et on va voir que pour contrôler l'intégrale d'un produit, on n'a pas 36 résultats possibles. On va tous les examiner, et on va voir s'il y en a un qui se dégage un petit peu plus naturellement que les autres. Hein. Et ça sera évidemment l'analyse des hypothèses qui nous le dira. Alors déjà, pour des histoires de bande supérieure, en fait, quand on doit démontrer que cette bande supérieure existe, on doit donc examiner ceci comme étant la bande supérieure d'un sous-ensemble de R. Donc je vous rappelle que le seul théorème que l'on ait sur les bandes supérieures dit la chose suivante. Si A est un sous-ensemble de R, si A n'est pas égal à l'ensemble vide, et si A est majoré, alors il existe bien une bande supérieure pour A, c'est le fameux théorème de la bande supérieure. Donc la bande supérieure de A, elle existe. Alors il ne permet pas de calculer la bande supérieure, ce théorème, il demande juste de montrer son existence, mais ici, a priori, notre exercice ne nous demande pas de calculer la bande supérieure. Bien que vous verrez, on la calculera, et on va même démontrer que c'est un maximum. Bon, bref, pour l'instant, on est juste dans l'analyse des hypothèses. Alors déjà, il faudrait identifier l'ensemble A dont on veut prendre la bande supérieure. Ici, l'ensemble A, c'est l'ensemble de ces intégrales, donc, c'est l'ensemble des intégrales entre 0 et 1 de f de x, de f de t, pardon, t à la puissance 2010, dt, où la fonction f est une fonction de oméga,
c'est-à-dire une fonction définie sur le segment 0,1, continue à valeur positive. Donc là, on va vérifier que cet ensemble vérifie bien toutes les propriétés qui lui sont associées. Bah déjà, ces nombres-là, ce sont des nombres réels qui sont parfaitement définis, puisque l'intégrale est bien définie étant donné que l'intégrand est continu. Donc on a déjà bien A qui est un sous-ensemble de nombres réels. Donc l'ensemble A, il est bien inclus dans l'ensemble des nombres réels. Donc la première propriété est validée. L'ensemble A n'est pas l'ensemble vide. Bah, pour montrer que l'ensemble de A n'est pas l'ensemble vide, il suffit de trouver une fonction dans oméga. Si vous avez une fonction dans oméga, bah, vous avez directement une intégrale qui est dans cet ensemble-là. Or, dans oméga, il y a des fonctions constantes. Vous n'avez qu'à prendre la fonction constante égale à 1. Donc si la fonction constante égale à 1 est dans oméga, eh bien dans l'ensemble A, je vais pouvoir calculer l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance 2010. Donc on va récupérer le nombre 1 sur 2011. Donc l'ensemble A n'est pas l'ensemble vide. Alors maintenant, est-ce que l'ensemble A est majoré? Et c'est justement ça qui va être au cœur du problème. C'est comment majorer l'ensemble A. Alors pour ça, on va se faire une verticale de notre cours. Qu'est-ce qu'on a comme propriété qui nous permettrait de majorer des intégrales de produits? Alors déjà, évidemment, la première connerie à pas dire, c'est que l'intégrale du produit, c'est le produit des intégrales. Oui, ça c'est vraiment le truc qu'on n'a pas envie d'entendre, quoi. Ça, c'est le truc éliminatoire. Au revoir, monsieur. On vous reverra peut-être l'année prochaine. Bon, plus sérieusement, nous, on a deux résultats dans notre cours qui nous permettent de faire ça. Il y a le résultat suivant, qui dit que si f et g sont des fonctions qui sont continues sur un segment, alors, eh bien, je peux majorer, par exemple, cette intégrale-là par la borne supérieure sur l'intervalle AB de la valeur absolue de f de t, quand t appartient à AB, multiplié par l'intégrale entre a et b de g de t dt, en valeur absolue, avec évidemment f et g interchangeables du moment qu'elles sont continues sur le segment AB. C'était une inégalité qu'on avait appelée une inégalité de la moyenne. Ça, c'est effectivement une première inégalité possible. Et la deuxième, qui est plus vraisemblable, étant donné que les fonctions de oméga sont définies par des intégrales au carré, c'est l'inégalité dite de Cauchy-Schwarz. Donc on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui nous dit que l'intégrale entre a et b de f de t, g de t, dt est majorée par l'intégrale entre a et b de f de t au carré dt. Donc là, on fait apparaître cette fameuse intégrale au carré puissance 1,5 multipliée par l'intégrale entre a et b de g de t au carré dt, toujours à la puissance 1,5. Donc il va y avoir visiblement une préférence pour l'intégrale qui est ici, parce que si vous utilisez l'identité de la moyenne et que vous faites sortir le t à la puissance 2010 sous la forme de 1, vous allez récupérer l'intégrale de f que vous ne pouvez pas contrôler. Donc cette relation-là, elle est d'office pas très intéressante dans le cadre de notre exercice. D'office, la plus intéressante, c'est celle qui indique que cette intégrale de produit peut être contrôlée avec une intégrale où l'intégrand est passé au carré. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On va dire que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t, t à la puissance 2010 dt, cette intégrale-là va donc être majorée par, alors d'une part, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt à la puissance 1,5, intégrale qu'on contrôle, puisqu'on sait que cette intégrale elle vaut 1 étant donné que la fonction f est une fonction de oméga, et donc la racine de 1 étant égale à 1, on obtient une expression ici qui est égale à 1, ce qui est plutôt pas mal, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction-là au carré, donc de t à la puissance 4020, dt à la puissance 1,5. Donc ce terme-là vaut 1 et ce terme-là se calcule, puisque cette intégrale-là, il suffit de prendre donc une primitive qui est t à la puissance 4021 sur 4021, prise entre 0 et 1, et n'oublions pas la racine, ceci à la puissance 1,5, donc ça va nous faire 1 sur racine de 4021. Bon, racine de 4021 ne se simplifie pas, vous pouvez vérifier que 4021, c'est en fait un nombre premier. Bon, ça, a priori, on s'en moque, mais je dirais que l'objectif est atteint. On vient de démontrer que cet ensemble est majoré, puisque vous avez vu que la majoration qu'on a obtenue ici, c'est important, cette majoration ne dépend évidemment pas de f. Donc ce terme-là est indépendant de f. Donc c'est bien une majoration qui est licite par rapport à ce qu'on veut faire. Donc
majoration indépendante de f. Donc l'ensemble est majoré, donc on peut dire que la bande supérieure existe. Ce qui achève l'exercice. Alors néanmoins, je ne vais pas en rester là. Et d'ailleurs, je pense que le jour de l'oral, l'examinateur n'en resterait pas là. Non seulement je veux qu'on montre que la bande supérieure existe, mais je veux qu'on la calcule, et je veux qu'on montre que c'est un maximum. Alors, pour la calculer, il faudrait voir si la majoration qu'on a effectuée par Cauchy-Schwarz est atteinte. Si on arrive à démontrer qu'il existe une fonction de oméga pour laquelle cette intégrale-là est égale à la racine de 4021, on aura calculé la bande supérieure, on aura montré que c'est un maximum. Si vous regardez bien la chaîne qui est ici, on a juste une majoration qui est faite là. Donc la seule chose qu'on a assurée, c'est à quelles conditions cette inégalité est une égalité. Alors ça tombe bien, parce que dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a vu qu'on a le cas d'égalité. On sait exactement à quelles conditions nécessaires et suffisantes, eh bien on a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Les cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est que les deux fonctions à laquelle on a appliqué cette inégalité, donc f et t à la puissance 2010, soient proportionnelles. Comme la fonction qui a t à ceci t puissance 2010 n'est pas la fonction nulle, on va donc pouvoir dire qu'il existe. Donc on a égalité, s'il existe, un nombre alpha appartenant à R, tel que la fonction f soit proportionnelle à la fonction t à la puissance 2010. C'est-à-dire qu'il nous faut cette égalité-là, quel que soit t appartenant à 0,1, alpha évidemment indépendant de t. Donc si la fonction f est proportionnelle à la fonction t à la puissance 2010, dans ce cas-là, eh bien on a égalité dans ces inégalités. On va me dire, donc c'est bon, on a égalité. Ah non, parce qu'il faut encore que la fonction qui soit là soit une fonction qui soit dans oméga. C'est-à-dire qu'il se pourrait très bien qu'il n'existe aucune fonction de oméga qui soit de ce type-là. Alors déjà, il y a une première contrainte sur alpha, c'est que comme la fonction f est à valeur dans R+, on sait déjà que alpha sera positif nécessairement, puisque la fonction f est à valeur dans R+. Ça, c'est déjà une première contrainte sur le nombre réel alpha. Et la deuxième contrainte pour être dans oméga, c'est que l'intégrale de cette fonction au carré est égale à 1. Donc on va calculer l'intégrale entre 0 et 1 de alpha t à la puissance 2010 au carré. Alors il se trouve que le alpha au carré sort de l'intégrale par linéarité de l'intégrale. Et ensuite ce qu'on a intégré, c'est la fonction qui a t à ceci, l'intégrale de t à la puissance 2020 dt. On a déjà calculé cette intégrale-là. On avait récupéré que c'était 1 sur 4020. 21, pardon. Et ça, on aimerait que ce soit égal à 1. Existe-t-il des nombres alpha positifs qui vérifient cette égalité-là? Bah oui, il en existe. Il suffit de prendre alpha est égal à racine de 4021. Donc, moralité, il existe bien une fonction de oméga qui est proportionnelle à cette fonction-là. Donc, on vient de trouver une fonction de oméga pour laquelle on a égalité dans cette inégalité. Moralité, la borne supérieure est un maximum. Ce maximum vaut le nombre qui est ici, et c'est bien un maximum puisqu'il est atteint pour la fonction qui a t à ceci, racine de 4021 multiplié par t à la puissance 2010. On vient donc de terminer l'exercice. On l'a même amélioré. Cette borne supérieure est un maximum, et on a trouvé toutes les fonctions pour lesquelles ce maximum est atteint. Alors passons à l'exercice numéro 46, qui, pareil, je trouve, pose aucune difficulté, d'aucune sorte cette fois-ci, puisqu'il est l'application quasi directe d'un théorème du cours. Alors en plus, là, ça se voit de façon claire. Vous voyez, je pense, à quel théorème on fait référence, c'est le fameux théorème des sommes de Riemann, qui dit que j'applique sa version simplifiée sur l'intervalle 0,1, qui dit que si f est une fonction qui est définie sur le segment 0,1 à valeur dans R continue, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n multiplié par la somme pour k variant entre 1 et n des f de k sur n, eh bien la limite de cette somme, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Donc on avait plus ou moins dit qu'il fallait donc, quand on sentait que le théorème des sommes de Riemann s'appliquait,
chercher dans l'expression de notre suite le motif k sur n, et là le motif k sur n il apparaît ici directement, puisque le terme qui est là c'est 1 plus k sur n carré plus k sur n entre parenthèses au carré. Il suffit de faire rentrer de mettre le carré à l'extérieur et d'indiquer des parenthèses. Du coup, la fonction qui semble se dégager de cet exercice, c'est la fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1 à valeur dans R, qui à x va associer tout simplement 1 sur 1 plus x au carré plus x au carré. Alors il faut vérifier que cette fonction elle est bien continue sur l'intervalle 0,1. Elle l'est manifestement. C'est le quotient de deux fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. Effectivement, ce nombre-là est positif, ce nombre-là est positif, mais quand lui s'annule, celui-ci vaut 1, et quand lui ne peut pas s'annuler de toute façon sur 0,1 puisqu'il est minoré par 1. Donc on voit que le dénominateur ne s'annule pas. Bref, cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Donc on voit qu'on peut appliquer directement le théorème des sommes de Riemann, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc on peut dire que la suite UN est une suite convergente par application du théorème des sommes de Riemann, et que la limite de UN lorsque n tend vers l'infini, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur 1 plus x au carré plus x au carré. Donc pour connaître la limite de cette suite, il nous reste à calculer cette intégrale. Là, on est face à une figure imposée du programme, puisque le dénominateur est une expression du second degré. Donc il faut déjà voir à quel genre d'expression du second degré on a affaire. Est-ce que c'est une expression du second degré avec un discriminant strictement positif, nul, ou strictement négatif? Alors on a déjà dit que de toute façon ces deux termes-là ne pouvaient pas s'annuler simultanément. Étant positif, le dénominateur est strictement positif, on aura forcément un discriminant nul. Dans ce cas-là, on sait que la règle, c'est de mettre l'expression du second degré sous forme canonique. Donc il va falloir développer cette expression. Quand on développe, on va récupérer 2x carré plus 2x plus 1. Pour effectuer la mise sous forme canonique, je vais factoriser déjà 2 dans l'expression. Et je vais écrire les deux premiers termes comme le début d'un carré. Donc le début du carré ici, ça sera le carré de x plus 1 demi. On voit bien que le début de l'expression, c'est x carré plus le double produit, donc 2 fois 1,5 fois x. On récupère bien le terme qui est là. Et ensuite, il faut compenser. Donc quand j'écris ce terme-là, j'ajoute le terme 1 quart que je dois supprimer. Donc moins 1 quart plus 1 demi. Quand un nombre, on lui retire sa moitié, on obtient sa moitié. Donc on va récupérer ici plus 1 quart. Donc on voit a posteriori qu'effectivement cette expression-là, elle prend son minimum en moins 1 demi, et ce minimum vaut 1 demi. Il ne faut pas oublier la multiplication par 2. Donc effectivement, ce terme du second degré ne s'annule pas. Donc si on avait calculé son discriminant, on aurait à coup sûr obtenu un nombre strictement négatif. Bon bref, il nous reste à calculer donc maintenant l'intégrale associée. Donc on va tout de suite reporter dans l'intégrale. Bon, je vais l'appeler I, l'intégrale que l'on a à calculer. Donc ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur 2 facteurs de x plus 1 demi au carré plus 1 quart. Attention, parenthèses qui sont ici. Bon, on va déjà factoriser le 2 là, par linéarité de l'intégrale. Donc on va récupérer l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur x plus 1 demi au carré, plus, alors ça je vais l'écrire comme un carré, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas très loin d'une primitive du cours. Une primitive usuelle du cours serait celle-ci par exemple. Bon, je vais l'écrire sous sa forme la plus simple. Alors ça commence déjà pas très bien. Je mets une parenthèse alors qu'il n'y a pas de parenthèse. Voilà. Donc une primitive de cette fonction-là, donc x carré plus a au carré, puisqu'on est sur cette expression-là. Donc une primitive, ça s'écrirait arc-tangente de x sur a multiplié par 1 sur a. Donc primitive prise à une constante près, ici j'écris pas la constante. Donc là on voit qu'on est quasiment dans ce thème-là, puisqu'il y a un terme qui est élevé au carré plus un nombre qui ne dépend pas de x qui est élevé au carré. Donc ici le petit a il va être joué par 1,5. Bon là j'ai x plus 1,5 qui m'embête ici, je préférerais avoir x. Bon, même si on n'est pas obligé de faire cette étape-là, puisque la dérivée de x plus 1,5 est égale à 1, la composition ne posera pas de problème. Mais bon, allez, c'est l'occasion de faire un changement de variable, on le fait. Donc je fais un changement de variable pour me ramener
une variable plus sympathique. Donc le changement de variable affine u égale x plus 2, 1 demi fait bien l'affaire. Donc l'élément différentiel dx devient du. L'intégrande devient u carré plus 1 demi au carré. Donc là, on est vraiment pile dans le cadre d'application de la primitive. Attention aux bornes. Donc ici, c'est x qui varie entre 0 et 1. Donc quand x varie entre 0 et 1, on va regarder comment varie u. Ben, u va varier entre 0 plus 1 demi, 1 demi, et entre 1 plus 1 demi, 3 demi. Donc là, maintenant, on peut calculer cette primitive directement. Attention, j'ai oublié le facteur 1 demi devant. Donc ça va nous donner 1 demi, facteur 2. Il y a une primitive, donc va nous donner du 1 sur a, donc 1 sur 1 demi, donc 2, arctangente de u sur a, donc de 2u, pris entre 1 demi et 3 demi. Donc ça va nous donner pour i 1 demi de 2, alors bon, je vais l'écrire, on simplifiera par la suite, arctangente de 2 fois 3 demi, donc arctangente de 3, bon, a priori qu'on ne sait pas calculer, moins 2 multiplié par arctangente de 2 fois 1 demi, donc moins 2 arctangente de 1, arctangente de 1, on sait le calculer, c'est pi sur 4, donc on va récupérer que i est égal à arctangente de 3, moins, alors 2 fois 1 demi, ça va faire 1, multiplié par pi sur 4. Donc on récupère que cette suite possède bien une limite finie. Cette limite, c'était cette intégrale. Cette intégrale, on l'a calculée par les moyens habituels, et elle vaut arctangente de 3 moins pi sur 4.